Ok, bonsoir à tous. C'est bien, on va pouvoir discuter, qu'on n'est pas trop nombreux. Alors, je m'appelle Nicolas Verino, trouvé sur Twitter. Je suis développeur dans un atelier logiciel que j'ai créé qui s'appelle Refacto. Et je suis là ce soir pour vous parler un petit peu de mon expérience de développeur. Oups là, spoiler alerte. Alors, j'ai commencé le développement en 2009. J'ai rejoint une petite agence web de la région en tant que stagiaire. Et j'ai rencontré un développeur passionnant et passionné qui s'appelle Christophe. Et voilà, j'ai pu travailler un petit peu avec lui au début de ma carrière. Et alors en tant que stagiaire, au début, on a pas mal de défis à relever. Le moindre petit challenge en programmation peut poser rapidement des soucis. Et donc il arrivait régulièrement que j'étais bloqué en fait. Et du coup, à chaque fois que j'étais bloqué, j'allais voir Christophe pour lui demander de m'aider. Et Christophe avait toujours réponse à tout. Il arrivait toujours à débloquer la situation. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. À chaque problème que je lui posais, finalement, il avait la réponse. Ok, alors du coup, je me suis dit, mais comment fait-il? Je l'ai observé. Je l'ai observé et j'ai remarqué qu'il manie un algorithme avancé impressionnant. Cet algorithme, je l'ai appris un petit peu plus tard. Il s'appelle Google's Error Message Algorithm. Alors c'est vrai, on ne peut pas connaître tous les technos, tous les langages, et du coup il faut savoir chercher. Hein, et Christophe sait très bien chercher. Est-ce que ça fait de lui un bon développeur? Alors en partie oui. En partie oui. Un bon développeur doit savoir chercher. Hein, comme je l'ai dit, on ne peut pas tout connaître dans notre métier, car c'est un métier très vaste, il faut pas mal de connaissances. Donc il faut savoir chercher. Est-ce que ça suffit de savoir chercher pour être un bon développeur? Alors non, évidemment. Hein. Christophe connaît l'algorithmie, connaît la programmation orientée objet, et en plus de ça, c'est un très bon communicant. Ok. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut assez facilement trouver des ressources sur Internet pour apprendre à programmer. Il y a même des écoles où on vous donne des projets, des exercices à faire, et on vous met une connexion Internet, et en un an, vous devenez programmeur, vous devenez développeur. Voilà. Ok. Par exemple, sur YouTube, si on cherche des tutoriels sur YouTube, on trouve des tutos pour à peu près tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a de la coiffure, on a du dessin, on a des acrobaties. Donc voilà, c'est sympa. Moi, par exemple, je devais faire des travaux chez moi. J'avais envie d'installer une bâche comme ça. Ok. Je ne savais pas le faire. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et du coup, je suis allé sur YouTube et j'ai dit, bah, comment installer une bâche végétale. Ok. Comment installer une bâche végétale, et j'ai trouvé des tutos effectivement sur YouTube pour faire ça. D'ailleurs, ça s'appelle pas une bâche végétale ou une bâche, ça s'appelle une toile de paillage tissé. Hein. Ça aussi, j'ai appris grâce à Internet. Et maintenant, vous avez tous appris ça grâce à moi. C'est génial. Hein. Une toile de paillage tissé. S'il fallait venir pour ça, c'est bon. On a fait votre soirée. Et donc, grâce à YouTube, j'ai pu faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça fait de moi un paysagiste professionnel? Alors moi, je ne sais pas qui payerait pour un résultat pareil, hein, mais moi pas en tout cas, je n'embaucherai pas un professionnel s'il me fait ça. Mais voilà, comme j'étais motivé et que c'est pour moi-même, ben, ça me suffit. Hein, j'arrive à faire quelque chose d'une qualité, d'une certaine qualité. Ok. Bon, ma femme, par contre... Bon, comme elle est amoureuse, elle m'en a pas trop voulu. Voilà. Et bien pour le développement, c'est pareil. On peut apprendre pas mal de choses sur Internet. Okay. Les technos, les langages, tout ça, ça peut s'apprendre sur Internet. Est-ce pour autant quelque chose de facile? Est-ce que développer des logiciels est quelque chose de facile, puisqu'on peut l'apprendre sur Internet? Moi, j'aimerais qu'on arrête de croire ou de dire, parce que j'entends certains dire ça, que le développement c'est quelque chose de facile. Hein. Moi j'ai connu un commercial qui a appris à faire une tortue en Python, comme ça, à coder en ligne, et du coup après je vous explique pas comment il dénigrait notre travail derrière. Hein. En mode, moi aussi je sais coder, j'ai fait une tortue en Python pour faire déplacer les trucs, c'est facile le développement.
Alors imaginez un peu, vous êtes dans votre Toyota. Régulateur de vitesse en marche, vous êtes au volant, vous avez votre meilleur ami à côté de vous. Et puis d'un coup, vous perdez le contrôle du véhicule, le véhicule accélère tout seul. Il accélère tout seul et vous essayez de l'arrêter, vous essayez de freiner, vous essayez d'accélérer, d'enlever le régulateur de vitesse, rien à faire, ça ne marche pas. Dans un dernier espoir, vous vous jetez dans la glissière de sécurité, malheureusement le choc est trop violent, vous vous évanouissez. Et votre meilleur ami meurt sur le coup. Un bug dans le firmware des Toyota a causé ce genre d'accident et a causé plusieurs centaines de morts. Si on va voir les développeurs, ouais, c'est l'instant catastrophisme, hein, il n'y en a qu'un seul. Hein. Si on allait voir les développeurs qui ont créé le code problématique, qu'est-ce qu'ils nous diraient? Mon boss m'a obligé. Ou encore, on avait une deadline. On pouvait pas faire les choses bien, on avait une deadline. Attendez. Si développer des logiciels est facile, pourquoi des hélicoptères se crashent à cause de problèmes logiciels? Pourquoi la sonde censée mesurer le climat sur Mars s'est crashée? Pourquoi des patients sont morts à cause de surdose de chimiothérapie? Ou encore le 911 qui n'a pas fonctionné toute une nuit à Washington en 2014 à cause d'un problème logiciel. J'invente rien, il y a même une page Wikipédia dédiée à ce sujet. Les développeurs qui écrivent du code potentiellement mortel doivent prendre leurs responsabilités. Nous tous, développeurs, d'ailleurs, qui est développeur dans la salle? Ben voilà, on peut le dire, nous tous, développeurs, avons une responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités. Et je ne pense pas que ce soit en créant des concours à la noix ou en créant des écoles novatrices que nous prendrons réellement nos responsabilités. Alors oui, la partie visible de l'iceberg peut s'apprendre relativement facilement. C'est vrai. Une fois qu'on a capté la logique, comment réfléchit un ordinateur, on peut apprendre assez facilement sur Internet les différentes technos, les différents langages. Mais négliger la partie immergée de l'iceberg, ce qui fait qu'un développeur est réellement un professionnel, serait une erreur monumentale. Et c'est de cette partie immergée dont je vais vous parler ce soir. Alors en 2010, j'ai rejoint un éditeur de logiciels, une petite entreprise. Il y avait grosso modo deux parties dans cette entreprise. Une partie société de services, qui faisait des sites web pour des clients, qui gagnait de l'argent, et une partie produit, qui développait un produit, pas mal de R&D, qui dépensait cet argent. Alors moi j'étais sur la partie produit. Grosso modo, je devais faire une application iOS qui interprétait un flux XML d'un serveur pour générer une interface graphique utilisable par des humains. Tout ça en générique. Je ne savais pas si on allait m'envoyer des choux, des patates, des fils d'actu, des news Twitter ou que sais-je. Pour moi, c'était des listes d'éléments. Okay. Qui parmi vous fait des choses génériques? Ok. Ouais, des trucs génériques. On ne sait pas trop le métier qu'il y a derrière, finalement. C'est un des trucs. On reçoit des trucs, on doit générer des trucs. Ok. Bon, ça va pas tant que ça. Tant mieux. Et du coup, l'interface au début graphique était en dur, et au fur et à mesure, on devait rajouter de plus en plus de paramètres génériques, de la customisation, donc des choses qui complexifient mon code. Un jour, mon boss vient me voir, et il me dit, voilà, on a un nouveau paramètre générique à mettre en place, ça doit faire ça, ça, ça. Combien de temps ça prend? On a tous eu cette question, combien de temps ça prend? Alors tout fier, je lui dis 3 jours. Ça prend 3 jours. Ok, bah, je passe le temps qu'il faut. Je ne sais plus exactement si ça m'a pris 3 jours. Enfin bref, c'est pas important. Les mois s'écoulent et mon boss revient me voir un petit peu plus tard et il me dit, voilà, j'ai nouveau un paramètre générique, nouvelle customisation, ça doit faire ça, ça, ça. Combien de temps ça prend? 3 semaines. Alors mon boss, il me regarde avec des grands yeux comme ça. 3 semaines?
Mais il y a quelques mois, c'était 3 jours et maintenant c'est 3 semaines pour quasiment la même chose. C'est incroyable que juste un nouveau paramètre, ça prenne autant de temps. Alors oui, mon boss a totalement raison. Ok, que les choses prennent plus de temps qu'à la base, c'est quand même pas normal. Ok, que ça prenne beaucoup plus de temps comme ça. Mais bon, il me laisse travailler, les mois continuent de s'écouler. Un jour, je vais le voir, tout penaud, et je lui dis je ne peux plus rajouter de fonctionnalités dans un délai raisonnable. C'est trop long. Il faut réécrire. Il faut repartir de zéro. C'est devenu trop pourri le code. Faut réécrire. Alors si on regarde un petit peu en arrière, on voit au niveau de ma vélocité, alors c'est très schématique, hein, mais au début ma vélocité baisse tranquillement. C'est quelque chose de normal, hein. On comprend un petit peu plus ce qu'il faut faire, voilà, on a la complexité qui s'accumule tranquillement, et donc la productivité chute naturellement. Ça, on le connaît tous. Et puis d'un coup, j'avais créé un monstre immonde qui fait que ma productivité a chuté d'un coup drastiquement. Rajouter une fonctionnalité, c'était juste la mort, quoi. Et donc, je suis allé voir mon boss. Alors, je redoutais sa réaction, donc je serre un peu les fesses, hein, je vous l'avoue. Et là, il me dit ok, pas de souci. Ça fait à peu près 2 ans que tu es sur le projet. Moi, j'ai toujours réécrit tous mes programmes tous les 2 ans. Donc, feu vert pour réécrire. Wow. Alors là, j'étais sur le cul. Feu vert pour tout réécrire. J'allais, moi qui craignais des mois de galère, j'allais enfin pouvoir repartir de zéro et faire quelque chose correctement. Ok, super. En plus, la boîte avait recruté un bon ami à moi qui allait faire la partie serveur. Donc ça, c'était plutôt génial. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, bah, cette fois, on va arrêter de déconner un petit peu, hein, on va faire les choses bien. Cette fois, on fait les choses bien. On arrête le XML. Hein, parce que le XML, c'est pourri. On va faire du JSON. Hein. Ça va nous sauver la vie, c'est sûr. Et aussi, on va suivre les recommandations d'Apple avec MVC. On va faire du MVC correctement cette fois. Hein, parce qu'Apple, petite entreprise de son petit comté, là, ils savent quand même un petit peu de quoi ils parlent. Donc on va essayer de les écouter un petit peu. Et mon ami, lui, il va faire le serveur en .NET avec WCF et Silverlight. C'était un petit peu la hype de l'époque. Un très bon choix, soit dit en passant. Et du coup, ben, les mois passent, on travaille ensemble, et là, rebelote. On va voir notre chef, on lui dit, c'est plus possible, il faut réécrire. Avec le micro, ça va être compliqué. Mon chef, il regarde sa montre. C'est une montre avec les années dessus. Ça faisait à peu près 2 ans. Donc il nous dit, ok, ça fait à peu près 2 ans, vous pouvez réécrire. Par contre, il nous prévient quand même, ces réécritures coûtent cher. Ah bon. Ces réécritures coûtent cher, alors il faudrait trouver une technologie ou une technique pour que les réécritures coûtent moins cher. Genre une technologie multiplateforme. Parce que réécrire à chaque fois iOS, Android, Windows Phone et le serveur, ça prend quand même du temps. Ok, donc il faudrait trouver une technologie multiplateforme. Mais pas du web, hein, parce que c'est tout pourri le web, selon mon chef. Ok. Et puis nous, on n'avait pas trop envie de faire du JavaScript, alors ça nous arrangeait bien. Hein. Et du coup, ben, on choisit Xamarin. Et c'est reparti. Ah, et on se dit aussi, on va faire des tests unitaires. Ok. On se dit vraiment, cette fois, on va faire les choses bien. Hein. On arrête de déconner. Hein. On garde le JSON, par contre. Que JSON, voilà, c'était pas mal. Et puis voilà, on va faire quelques tests unitaires. Et puis, on va arrêter le MVC aussi. On va faire du MVVM avec de la programmation réactive fonctionnelle. Alors, parce que ça change tout. Voilà. Donc, les mois passent. Et je vous laisse deviner la suite. Rebelote. Okay, sous la pression, on abandonne les tests. Parce qu'ils n'étaient pas très bien écrits. Et puis ils nous prenaient du temps. Puis il fallait les maintenir. Et puis ils n'apportaient pas grand-chose. Et donc on abandonne les tests avec la pression. Et là, rebelote. On est reparti dans le cercle vicieux. Et on doit de nouveau réécrire. Et moi, je commençais à en avoir un petit peu marre de ces réécritures.
Et puis j'en avais marre aussi de faire tout le temps du code générique comme ça. J'avais l'impression que ça n'apportait rien et qu'on passait à côté. À chaque fois qu'on sortait une app, j'avais l'impression de passer à côté du besoin du client. Donc j'avais envie de parler aux clients, j'avais envie de savoir exactement ce qu'il fallait faire au lieu de faire des choses génériques. J'avais envie de connaître leur métier et leur apporter une réelle valeur. Sauf que mon chef avait trop peur que j'effraie les clients. Vous imaginez un développeur parler avec un autre être humain? Il est fou, lui. Et en plus, on était agile, on était Scrum, hein, mais quand le client signait, il devait figer son cahier des charges, figer les specs. Okay, il n'avait pas le droit de changer d'avis. Ou s'il changeait d'avis, c'était à grand renfort de négociations contractuelles. Puisque oui, les projets étaient vendus au forfait, donc changer les specs, ça voulait dire potentiellement modifier le prix, qui allait payer, etc. etc. Donc on ne changeait pas les specs comme ça. Hein. Donc voilà. Donc moi j'en ai eu un petit peu marre, et donc j'ai pris la seule décision finalement qui s'imposait à moi, et bien j'ai démissionné, j'ai quitté le job. En partant, je me suis quand même posé 2 questions. La première, c'est, moi, développeur, suis-je une espèce à part, incapable de communiquer avec les autres êtres humains? Est-ce que finalement la peur de mon chef était justifiée? Et enfin, la deuxième question que je me suis posée, c'est réécrire tous les 2 ans. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est tous condamnés à réécrire tous nos logiciels régulièrement? Deuxième question que je me suis posée. Alors pour répondre à la première question, j'ai rejoint une société de service. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre, mais restez avec moi. Dans cette société de service, j'ai été envoyé en mission chez un client, une grande banque de la région. Pour avoir un dépôt FTP, il faut environ 1 mois. Un petit dépôt FTP comme ça. Bon. Il y a plein d'équipes spécialisées aussi et plein de procédures. Vous voyez le tableau. Malgré tout, j'étais sur un projet innovant. Et le chef de projet était excellent. Il a vraiment dit ça. Ouais, le chef de projet était excellent. Il était excellent d'une parce que il codait avec moi. Et de 2, il faisait écran avec toutes les procédures internes de l'entreprise. Toute la paperasse. Donc on était libre de s'auto-organiser dans l'équipe et lui s'occupait toute la paperasserie. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc naturellement, je lui ai demandé, la première chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que, s'il te plaît, j'ai le droit de parler avec le client final, okay, la personne qui a réellement le besoin. Il m'a dit pas de souci. Toutes les semaines, on le voit, on fait un point régulier avec le chef du produit, qui lui est porte-parole des utilisateurs. Et tu vas pouvoir travailler directement avec lui. Tu peux même l'appeler tout de suite si tu veux. Waouh. Alors là, j'étais estomaqué, je me suis dit, c'est génial, j'ai accès directement à la personne qui a le besoin. Parce qu'avant, ça ressemblait plutôt à ça. Un client venait voir mon ancienne boîte, il parlait d'abord avec un commercial. Le commercial discutait avec le directeur technique. Le directeur technique discutait avec le mock-up master. Ce mock-up master, ouais, je l'ai appelé comme ça, je ne savais pas quoi lui donner comme titre. En fait, était chargé de prendre le cahier des charges trop simple pour les devs, de faire des spécifications fonctionnelles et des petits dessins, des mock-ups, pour que ce soit compréhensible à la fois par le client et par les devs. Donc voilà, une personne qui était chargée de ça. Ensuite, une fois qu'on avait tous ces mock-ups-là, on discutait avec le Scrum Master, qui était plus un chef de projet destiné à organiser un peu le travail des gens. Et enfin, il y avait nous, pauvres développeurs. Alors, on retrouve un petit peu cette forme de communication-là, sous couvert d'agilité, comme ceci. Vous avez les utilisateurs, quand le product owner veut bien discuter avec les utilisateurs, mais ça c'est un autre débat, qui discute avec le product owner. Le product owner, alors dans le pire des cas, vous avez encore un proxy product owner. Ensuite, vous avez un Scrum Master, et dans le pire des cas, vous avez un lead développeur ici, qui discute enfin avec les devs. Voilà, vous avez ça. Ça, c'est vraiment pour les boîtes qui se prennent au sérieux. Hein. Scaled Agile Framework. Ça, c'est vraiment... là,
Là, c'est vraiment le niveau d'au-dessus, quoi. Vous avez plein de rôles dans tous les sens. Ça, c'est très enterprise proof, quoi. Voilà. Alors, pour reprendre un peu les termes d'Arnaud Lemaire, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe Enterprise Edition. Téléphone arabe Enterprise Edition. Alors, c'était pas mon cas, du coup, sur ce projet-là. J'avais accès directement au chef de produit. Fini aussi le code générique. Hein. Plus besoin de faire du code générique. Je discute avec le chef de produit qui me rapporte son besoin. Son besoin se traduit généralement par quelque chose qui se voit dans une application mobile. Donc je faisais de l'iOS là-bas. Donc voilà. Et cette application mobile a besoin d'un serveur. Alors j'avais la chance de pouvoir faire le serveur aussi. Okay, j'étais sur l'appli mobile iOS, Android aussi de temps en temps. Et sur la partie serveur. Donc je discutais avec le chef de produit. Ça se traduisait dans l'appli mobile et ça se traduisait avec du code serveur. Donc je faisais juste le code nécessaire pour répondre aux besoins. Ok. Alors je me suis repenché un petit peu sur le manifeste agile et je me suis dit, ok, les individus, leurs interactions, ok, ça a l'air d'être ça. Des logiciels opérationnels, alors on livrait régulièrement, au chef de produit, je lui livrais régulièrement une application, ou des applications. Collaboration avec le client, voilà, on collaborait directement, et finalement l'adaptation changement. Voilà, chaque semaine, ou alors il me passait un coup de fil, voilà, il y a un petit changement, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, et on s'adaptait. On était totalement au service du client final, et on répondait directement à son besoin. Finalement, l'agilité, c'est ça, discuter avec l'utilisateur ou l'utilisatrice pour construire un logiciel qui fait le taf. Voilà, c'est tout. Je discute avec le chef de produit qui a un besoin, je l'implémente, je le livre, il me donne son feedback, on regarde ce que ça donne, on fait évoluer le produit en conséquence, finalement. Alors discuter directement avec l'utilisateur. Pourquoi ? C'est beaucoup plus efficace qu'un cahier des charges ou des specs fonctionnels. Alors pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Qu'est-ce que le code ? C'est quoi le code ? Alors Commit Strip a sorti une BD ultra pertinente l'année dernière, que j'ai surkiffé, que je vous montre ici. Je vais vous le faire. Il y a un chef de projet qui rentre dans la salle et qui dit à son développeur, « Un jour, il n'y aura plus besoin de toi. Ah, ah. On va t'avoir. Il n'y aura plus besoin de toi parce qu'on écrira un cahier des charges et puis la machine, elle sera tellement intelligente qu'elle sera capable de le comprendre et de générer une application. Générer un logiciel. » Alors, le développeur, il fait « Ah ouais, bah c'est excellent. C'est vrai que si tu écris un cahier des charges suffisamment précis, la machine sera capable de générer un logiciel à partir de ce cahier des charges. Génial. » Alors le chef de projet il fait « Ah oui, bah c'est exactement ça, quoi, c'est cool. » Et le développeur lui pose une question, lui dit « Mais à ton avis, ça s'appelle comment un cahier des charges suffisamment précis pour qu'une machine puisse le comprendre ?» Le chef de projet fait « Ben, je sais pas. » Et là, le développeur il fait « C'est du code. Ça s'appelle du code. » Le code, c'est la spécification la plus détaillée au monde. Elle est si bien détaillée que même ces idiots d'ordinateurs sont capables de la comprendre. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Il dit quelque chose ? Non ? Alberto Brandolini. Un jour, il a posté ce message sur Twitter, que je trouvais très pertinent. Alors, je vous l'ai traduit. C'est la compréhension du développeur, pas votre connaissance, qui devient le logiciel. C'est ce que le développeur comprend, qui va se transformer en code et qui va devenir le logiciel, pas le cahier des charges. Ça veut dire que le développeur doit avoir des qualités qui vont au-delà de la simple logique algorithmique. Alors c'est indéniable, hein, le développeur il doit savoir écrire du code, il doit savoir parler aux machines. Okay, ça, on en a tous conscience, évidemment. Mais ça ne suffit pas. Parce que pour savoir quoi dire aux machines, il faut parler avec les autres êtres humains qui nous entourent, notamment les gens qui ont le besoin. Il faut être un très bon communicant. Un très bon communicant avec la personne qui a le besoin, mais aussi avec le reste de son équipe. Un très bon communicant à l'oral, parce que la plupart des décisions se font oralement.
Un très bon communicant par écrit aussi, et surtout un très bon communicant à travers son code. Vous n'écrivez pas du code pour la machine uniquement. Il faut que la machine le comprenne, c'est sûr. Le compilateur doit le comprendre, l'interpréteur doit le comprendre, ce code, ça c'est sûr. Mais ce code, il va être compréhensible par vos collègues. Et parmi vos collègues, il y a vous dans 6 mois ou dans 1 an. Il ne faut pas l'oublier. Qui n'est jamais revenu sur un vieux code qu'il a lui-même écrit en se disant « What? Qu'est-ce que j'ai voulu faire là ?» Hein? Ça nous est tous arrivé. En tout cas, moi ça m'est arrivé. Plus d'une fois. Donc le développeur doit être un très bon communicant. Le développeur doit être aussi empathique. Il faut savoir se mettre à la place des utilisateurs. Si les développeurs du système embarqué de Toyota s'étaient mis à la place des conducteurs, ils auraient peut-être compris qu'il ne fallait pas faire de conneries. Hein? Et c'est toute l'idée derrière l'expérience utilisateur. On met l'utilisateur au centre, on le comprend, on se met à sa place pour prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions stratégiques pour le business, les bonnes décisions dans le code pour nous. Donc le développeur doit à minima comprendre cette expérience utilisateur et à l'idéal participer activement à son élaboration. Parce que nous, en tant que développeur, on a un statut un petit peu privilégié, c'est qu'on sait ce qu'il est possible de faire. Donc on peut aussi avoir des idées. Prenons Amazon par exemple. Petite anecdote sur Amazon. Un jour, un ingénieur qui travaillait sur la partie panier d'Amazon a eu une idée. Il s'est dit, sur cette page-là, je vais mettre des suggestions de produits. Les produits qui iraient bien dans votre panier. Il est allé voir son vice-président, en charge un peu de cette partie-là, et lui a soumis l'idée. Le vice-président lui a dit, non, c'est de la merde, oublie, les gens, quand ils sont sur le panier, ils doivent acheter. Il faut qu'ils achètent le plus rapidement possible. Okay. Le développeur il retourne à son bureau, il dit, il m'a saoulé celui-là, je développe quand même le truc. Il l'a quand même développé. Il a fait plus que ça, il l'a mis en prod. Bon, il l'a mis en prod que pour 1% des utilisateurs d'Amazon. Bon, ça représente quand même un panel significatif. Il l'a mis en prod et il a analysé les chiffres. Okay, il a récupéré les chiffres. Est-ce que ça booste réellement les ventes ou pas? Il analyse tout ça, il compile tout ça, et puis, quelques temps passent, et il va voir son vice-président de nouveau avec les chiffres en main, et lui dit voilà, grâce à cette fonctionnalité, pour 1% des utilisateurs, ça a boosté nos ventes de X%. Donc, ma fonctionnalité est quand même utile. Donc, le vice-président l'a regardé droit dans les yeux, et il lui a dit t'es viré. Non, je déconne, il lui a pas dit t'es viré. Il lui a dit ok, je peux pas lutter face aux chiffres, tu peux mettre en prod pour 100% des gens, tu avais raison, j'avais tort. Okay, la culture d'Amazon fait que tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut tester ses idées, et si la personne vient avec des chiffres tangibles et peut prouver que son idée est bonne, eh bien c'est que son idée est réellement bonne pour l'entreprise et l'entreprise accepte. Donc c'est pour ça, ayez des idées et discutez avec votre business, parce que vous aussi, vous pouvez avoir des idées, des bonnes idées. Alors c'est incroyable le nombre de startups aussi qui peut passer son temps à faire des fonctionnalités qui n'intéressent pas les utilisateurs. Une startup d'Eric Ries où il explique très bien les déboires d'IMVU là-dessus. C'est un très bon livre, je vous invite à lire. Donc si le développeur doit comprendre les besoins, si c'est aussi son job finalement, comment le faire efficacement? Comment comprendre efficacement les besoins? Eh bien, la première question à se poser, c'est quel est le véritable problème que le logiciel est censé résoudre? Alors non, un cahier des charges, ce n'est pas l'expression d'un véritable problème. C'est déjà là où les solutions envisagées. Par exemple, j'ai besoin d'un CMS. Ok, pourquoi faire? Donc quel est le véritable problème? Donc là, je vais vous présenter rapidement différents ateliers créatifs, différentes techniques pour bien comprendre le besoin.
Ok, c'est pas une présentation exhaustive ou détaillée de chacune des techniques, c'est juste un petit tour d'horizon. Donc la première technique qu'on peut utiliser, c'est les 5 pourquoi et la définition récursive. Je vais vous donner un petit exemple. Le client vient me voir, ou l'utilisateur vient me voir, il me dit j'ai besoin d'une base de données générique, on aime bien les trucs génériques, contenant tous les médicaments vendus qui peuvent être prescrits par les médecins. Ok. La première question qu'on va lui poser, c'est pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'une base générique? Vous pouvez remplacer base générique par CMS, par base de données, par fichier Excel, enfin ce que vous voulez. Eh bien, pour aider les médecins à faire leurs ordonnances. Ah, mais pourquoi les médecins ont-ils besoin d'aide pour faire leurs ordonnances? Eh bien, les médecins font des erreurs en prescrivant des médicaments. Ah bon, ok. Pourquoi font-ils des erreurs? Car ils prescrivent des médicaments incompatibles. Ah bon. Comment ça se fait? Pourquoi prescrivent-ils des médicaments incompatibles? Eh bien, car les interactions entre les médicaments sont complexes. Ok. C'est quoi une interaction entre médicaments? Ça, c'est la définition récursive. Eh bien, par exemple, deux médicaments ne doivent pas être pris ensemble parce qu'ils contiennent tous les deux la molécule M, et donc il y a un risque de surdosage. Si les deux médicaments sont pris ensemble, il y a un risque de surdosage. Ok. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'une base de données générique de médicaments. Tu as besoin d'aider les médecins à prescrire les bons médicaments. Donc tu as besoin d'un logiciel capable d'avoir l'intelligence de comprendre les interactions entre médicaments pour prescrire les bons médicaments, pour assister le médecin correctement. Donc une fois qu'on a défini ce véritable problème, se pose la question de quelle solution on va mettre en face de ce problème-là. Pour cela, il y a une technique qui s'appelle l'impact mapping. L'objectif, c'est de trouver la solution qui aura le plus d'impact et le meilleur retour sur investissement. Finalement, la solution la plus rapide à implémenter, qui va répondre aux besoins. Donc là, je vous invite à lire le livre de Goshko Hadzik qui s'appelle Impact Mapping, où il explique exactement comment faire tout ça. Donc une fois qu'on a déterminé la solution, on va se dire, ok, comment on implémente cette solution? Finalement, quel est le métier qu'il va falloir enseigner à la machine? Quelle partie du métier va devoir se retrouver dans le logiciel? Okay. Vous vous rappelez de ce monsieur? Je l'ai montré juste avant. Alberto Brandolini, effectivement. Il a inventé une technique qui s'appelle l'event storming. Là, l'objectif, c'est de comprendre le métier qu'il y a derrière un logiciel et de le représenter sous forme d'événements. Qu'est-ce qui se passe dans le logiciel? Qu'est-ce qui va devoir se passer? Ou dans votre vie aujourd'hui, en tant que médecin par exemple, qu'est-ce qui se passe? Okay. Un médicament est prescrit, ou enfin voilà, une ordonnance est créée, voilà, ce genre de choses. Donc il s'agit en fait d'aligner le métier et la technique. C'est vraiment durant cet atelier que les développeurs vont apprendre le métier du client pour pouvoir le mettre dans le logiciel après. Donc là, il n'a pas écrit un livre, lui, il a écrit un article de blog. Ici. Donc une fois qu'on a toute cette compréhension, on se pose la question, ok, comment définir les priorités? Comment choisir quoi faire en premier? Et comment garder une vision d'ensemble? Pas perdre de vue l'objectif final. Bien, on peut utiliser la technique de User Story Mapping. L'objectif, c'est de créer un véritable MVP, produit minimum viable. Et là aussi, c'est une technique inventée par Jeff Patton, et il a écrit un bouquin là-dessus aussi. L'idée, c'est de plutôt faire quelque chose qui ressemble à l'image du bas, que vous avez sûrement vu un millier de fois déjà, de construire un logiciel utile de manière incrémentale. Okay. On construit le logiciel et il apporte toujours de la valeur. Jour après jour, semaine après semaine, on rajoute de la valeur dans le logiciel. On a toujours quelque chose de montrable, d'utilisable, d'exploitable. Si le client décide de s'arrêter quand il a un vélo, il a le droit. Il peut. Même si à la base, il voulait une voiture. Okay, ça peut suffire. Je vous le rappelle, c'est la compréhension du développeur, pas le cahier des charges, qui devient le logiciel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le développeur qui écrit le code. Et c'est le seul qui est capable de parler avec la machine.
et avec les autres êtres humains. Alors en 2016, j'ai eu une opportunité et j'ai pu me lancer en tant que freelance. Alors avant de partir, avant de quitter ma société de service, j'ai dû former un junior pour prendre la suite du projet. Alors il a eu pas mal de mal à rentrer sur le projet pouvait-on lui reprocher? Alors je pense que non. Il donnait son maximum, il était junior donc il avait fait très peu d'iOS avant, donc il avait naturellement du mal à prendre en main la techno. Il venait de sortir de l'école, mais il était intéressé par le sujet, donc on ne pouvait pas lui en vouloir. Pouvais-je me le reprocher à moi? Aurais-je, moi, pu faire mieux? Donc j'ai regardé un petit peu mon code et je me suis posé deux questions. Était-ce le projet qui était complexe et qui faisait que ce jeune développeur avait du mal à comprendre le code et à reprendre le projet? Ou était-ce ma conception qui était mauvaise? Est-ce que moi-même, j'avais fait des erreurs? Eh bien, en regardant en arrière, c'était les deux. Le projet était complexe par nature. Récupérer des données de conduite en live sur un smartphone avec les différents capteurs tout en économisant la batterie et en se lançant en arrière-plan, surtout sur ces machins-là d'Apple, c'est pas quelque chose de facile. Okay, on nous met plein de bâtons dans les roues. Les envoyer sur un serveur, les analyser, recouper les données, faire des gros traitements, c'est pas quelque chose d'aisé. Donc le projet était effectivement complexe par nature. Et puis en regardant mon code et en tentant de l'expliquer à cet autre développeur, je me rendais bien compte que j'avais fait, alors en termes scientifiques, je crois qu'on appelle ça, ouais c'est ça, de la merde. Il y a deux formes de complexité. D'une part, la complexité essentielle. Imaginez, vous avez envie de créer un calculateur d'impôt fiable en France. Okay, donc il faut se taper tous les textes de loi relatifs aux impôts, plus les aides, plus les machins. Ça vous fait un texte comme ça. Une pile de papier comme ça plutôt. Ça, c'est la complexité essentielle. Parce que la tâche à accomplir est complexe par nature. D'autre part, vous avez la complexité accidentelle, introduite par ma faute parce que je fais du code de merde. Alors attention, je ne parle pas de dette technique. La dette technique, c'est de dire je prends un raccourci en termes de conception pour répondre un peu à côté du besoin, okay, mais pour aller plus vite. La dette technique, c'est moi, développeur, j'ai conscience de cette dette technique et je suis clair sur la prise de dette. Aujourd'hui, je gagne une semaine de développement en prenant un raccourci, en faisant un hack, okay, en ayant une conception un peu moisie. Par contre, j'ai le dernier mot sur le remboursement de cette dette. J'économise une semaine aujourd'hui, mais le sprint d'après, c'est moi qui décide, et cette fonctionnalité, on ne la fait pas, je rembourse ma dette. Okay. Parce que si on laisse la dette s'accumuler, on rentre dans le surendettement technique qui conduit fatalement soit à la mort, soit à la réécriture. Non, là je parle de complexité accidentelle. La complexité que j'introduis sans m'en rendre compte. Ou alors je m'en rends compte mais je ne veux pas le voir. En me disant ouais mais je ferai mieux la prochaine fois, ou ouais je nettoierai plus tard, voilà. Comment se rendre compte qu'on a de la complexité accidentelle? Eh bien quel est le coût d'une fonctionnalité? Combien de temps ça met pour réaliser une fonctionnalité? Ben, ce coût est proportionnel à la complexité essentielle. Okay. Plus la fonctionnalité est complexe, plus on va mettre du temps à la réaliser. Ça semble logique. Elle dépend aussi de la complexité accidentelle, qui m'empêche d'avancer. Grosso modo, on peut additionner les deux. On additionne ces deux complexités, on a le coût d'une fonctionnalité. Je vais vous poser une autre question. Comment estimez-vous? Est-ce que vous estimez? Arrêtez d'estimer. Arrêtez d'estimer. Ok, pourquoi? Pourquoi arrêter d'estimer? Quelle est la seule estimation fiable à 100%? La seule.
Votre avis? 4 mots. Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas est la seule estimation fiable à 100%. Alors là, vous allez me dire, ouais bon, mais ça, cette estimation-là, elle sert à rien. Enfin, ça sert pas à grand-chose, quoi. Je ne sais pas. Et là, vous avez totalement raison. Je ne sais pas, ça sert à rien. Par contre, c'est la seule estimation fiable. Toutes les autres estimations, c'est des mensonges. Parce qu'en vérité, on n'a aucune idée de combien de temps ça prend. C'est que des mensonges. Donc faites gaffe, quand vous donnez une estimation et que le chef de projet, il prend ça comme argent comptant, il fait un contrat avec, aïe aïe aïe, bobo. Donc imaginons qu'on veuille quand même estimer. Comme on pratique l'agilité ça fait un petit moment que ça existe, on va se baser sur l'expérience passée. Hein. Donc on va se dire, ok, si cette story-là m'a pris 3 jours, et que cette story-là est à peu près aussi complexe ou presque, je vais dire 3 jours aussi. Ok, ça semble logique. Donc vendredi, quand je fais mon estimation, je dis 3 jours. Lundi matin, j'arrive tout joyeux au bureau, je suis en forme. J'ai passé un bon week-end. J'ouvre le code. Et là, déprime totale, ça va prendre 3 mois en fait. Ça, c'est la complexité accidentelle qui vous saute à la tronche. Ok ? C'est celle qui va complètement fausser vos estimations. Et au fur et à mesure que vous ouvrez le code et que vous explorez le code pour faire la fonctionnalité, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, initialement. Donc comment éviter cette complexité accidentelle qui pourrit nos estimations, qui nous emmerde? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution en prenant soin du code. Il faut prendre soin de son code pour éviter cette complexité accidentelle. Comment on fait? Comment je prends soin de mon code? Eh bien, je fais du refactoring régulier. Toutes les heures, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Je prends soin de mon code, je fais du refactoring régulier. Je vous le dis encore une fois, on fait du refactoring régulier. Le refactoring, c'est quoi? C'est, j'ai un code qui fonctionne, je vais le faire correctement. Je vais nommer les variables correctement. Si ma classe fait trop de choses, je vais la splitter en plusieurs classes. Plus simple. Je vais améliorer la composition. Je vais faire en sorte que mes collègues comprennent mon code. Okay, en faisant des relectures, par exemple, du pair programming. Okay, je prends soin de mon code. Là, vous allez me dire, mais j'ai un code qui marche. Tu me demandes de prendre soin de ce code-là et de renommer des classes, renommer des choses, déplacer des objets et tout ça, faire des méthodes plus petites et tout. Mais je risque de tout péter, non? Si j'ai un code qui marche, pourquoi j'y toucherai? Eh bien non. Il n'y a aucun souci puisque vous avez une suite de tests automatisés qui vous garantit que vous pétez rien quand vous prenez soin de votre code. Ah ouais, mais moi j'ai pas de test automatisé, du coup je fais comment? Eh ben, si tu n'as pas de test automatisé, bah, tu risques de tout péter quand tu prends soin de ton code. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, j'arrête de prendre soin du code. Hein, j'ai trop peur de tout péter. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop peur de prendre soin du code? Ben, on ne prend pas soin du code et la complexité accidentelle grossit, grossit, grossit. Et on crée des espèces d'immondices qui prennent le dessus sur nous. Donc à ce moment-là, si jamais vous avez laissé la complexité accidentelle vous bouffer, eh bien vous avez deux possibilités. Soit votre logiciel est économiquement mort. Ça veut dire que ça coûte plus cher de rajouter une fonctionnalité que ce qu'elle va rapporter. Et le logiciel coûte carrément plus cher à maintenir que ce qu'il rapporte aujourd'hui. Il y a certains logiciels qui arrivent à cette situation avant même la première mise en prod. C'est déjà la grosse merde alors qu'on n'a même pas encore mis en prod. Il y a d'autres logiciels par contre qui vont mettre des années à atteindre ce stade-là.
des gros systèmes bancaires, par exemple, qui sont là depuis des années et qui n'ont pas encore atteint ce stade-là. Ça leur prend un peu au nez. Alors comment s'en sortir quand le logiciel est économiquement mort? Eh bien, vous n'avez qu'une seule solution, vous repartez de zéro et vous écrivez des tests. Et vous prenez soin de votre code. C'est la seule manière. Sinon, vous coulez la boîte. C'est une manière de vous en sortir, vous, personnellement, mais voilà, la boîte est morte, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais là, on parle quand c'est vraiment économiquement mort, que ça sert même à rien de le maintenir, le machin. Voilà. Deuxième possibilité, votre logiciel est économiquement viable. Ok, c'est de la grosse merde, mais ça reste viable. Là, on peut rentrer en tout cas dans la tierce maintenance applicative. C'est-à-dire qu'on va faire de la merde sur de la merde. Il y a des développeurs qui vont être payés, on va recruter à tour de bras des centres de services et des développeurs et que sais-je, qui vont dépiler des tickets à longueur de journée, qui vont corriger un bug et en créer 10 à la fois, en même temps. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ou alors, on peut se battre. Ok. Faire des tests progressivement, isoler des morceaux, etc. Ça, c'est possible aussi. Alors, pour lutter contre la complexité accidentelle, certains pourraient être tentés d'embaucher. Okay. Finalement, quand une chaîne de production ne produit plus suffisamment, on fait une deuxième chaîne de production. Management traditionnel. Alors, certains ont essayé. Fred Brooks en parle dans son livre The Mythical Man Months. Il est notamment connu pour une citation célèbre qui s'appelle « Ajouter des ressources à un projet en retard, mais le projet encore plus en retard ». Eh oui. Les techniques managériales traditionnelles ne fonctionnent pas sur les projets logiciels. Puisque créer un logiciel, ça demande beaucoup de communication. Okay, il faut que tous les développeurs aient bien compris le besoin, implémentent correctement, ça demande beaucoup de discipline. Plus vous rajoutez de gens, plus le coût en communication va être élevé. Okay, plus il va falloir soit synchroniser les gens, soit diviser les équipes, enfin voilà, c'est compliqué. Okay. Donc généralement, ce n'est pas une bonne idée. Il y a des boîtes, des startups américaines qui sont montées très très vite, 200, 300 employés, et qui n'arrivaient plus rien à produire. Du coup, à un moment donné, économiquement, les investisseurs n'ont plus suivi. Ils sont retournés à 10 employés. Et là, ils ont recommencé à être productifs. Par exemple. Donc pour résumer, il faut écrire des tests pour pouvoir prendre soin du code et pour pouvoir faire du refactor. Faire du refactor pour permettre au business de prospérer. Pouvoir rajouter des fonctionnalités à un rythme constant et soutenable et acceptable pour le business. Ça, c'est important. Scrum, une des méthodes agiles les plus populaires, qui est d'ailleurs basée sur les estimations, ne peut pas suffire, car Scrum ne préconise aucune pratique technique en termes de création de logiciels. Donc si vous devez estimer, et si vous êtes dans Scrum, pour que vos estimations soient un minimum fiables, on l'a vu, il faut prendre soin du code pour limiter cette complexité accidentelle. Donc il faut faire des tests, il faut faire de la relecture, ce genre de choses. Ça veut dire que Scrum ne peut pas suffire. Il faut faire aussi de l'extreme programming, qui promeut ce genre de techniques et de stratégies. Donc j'ai pu me lancer en freelance, dans une startup, et j'ai fait du test-driven development. Donc j'avais le client final en face de moi, je discutais avec lui pour faire les fonctionnalités, mais en plus d'implémenter la fonctionnalité, j'écrivais d'abord des tests, pour prendre soin de mon code. Et devinez quoi? J'ai créé l'application la plus stable de toute ma carrière. La plus stable et la plus maintenable. Un développeur junior a été recruté par cette startup pour prendre la suite de mon boulot. C'est marrant comme l'histoire se répète. Et il a très rapidement pu rajouter des fonctionnalités et continuer à écrire des tests, à prendre soin du code pour que ça reste tenable. Le développeur Android qui a commencé le développement un mois avant moi
a très vite été dépassé. On l'a très vite rattrapé, malgré le fait que je formais le développeur junior. Parce que son code, à lui, avait pourri. Okay, il n'écrivait pas de test. Et donc, on l'a rattrapé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans la culture de cette startup, il y a une culture de partage. Okay, finalement, tout le monde est dans le même bateau. S'il y a une plateforme qui va mal, on va se soutenir. Donc, le développeur iOS a commencé à faire de l'Android. D'ailleurs, chapeau à lui. Parce que voilà, faut avoir le courage aussi de dire bah voilà, moi je suis dans ma zone de confort, j'ai ma techno, mais je vais aider mon copain et je vais changer de techno pour un temps. Donc ça favorise aussi la solidarité technologique. Okay, moi je suis assez partisan de ça, de dire finalement on est tous des développeurs, peu importe nos technologies, on va être capable de s'en sortir, peu importe le langage. Okay, on a une petite phase d'adaptation, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc je suis assez partisan de ça dans les équipes, d'avoir des gens qui touchent un petit peu à tout. Alors, il ne s'agit pas d'être expert partout, ça c'est impossible de toute façon. Ça prend des années, mais ça évolue tellement des fois que c'est très difficile. Mais avoir cette humilité et ce recul, et de se dire on est tous là dans le même bateau pour atteindre un objectif, ça c'est quelque chose d'important, solidarité technologique. Donc pour conclure, créer un logiciel pertinent avec le meilleur retour sur investissement, c'est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile. Il ne faut pas négliger le code. Si on n'en prend pas soin, il pourrit rapidement et c'est lui qui nous domine. Il ne faut pas non plus négliger la compréhension du développeur. Compréhension qui deviendra le logiciel, je le rappelle. Donc finalement, créer un logiciel pertinent, c'est du code et des humains. Et je finis là-dessus et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, je passe le micro, comme ça. Salut, merci pour la présentation, c'est excellent. Ouais. Je voulais te demander, est-ce que tu aurais remarqué aussi que non seulement le test-driven development, ça permet donc de en gros écrire, enfin presque on va dire des specs super détaillés sous forme de test, mais que aussi ça permet par effet de bord de structurer correctement son code parce que le rendre testable finalement le force à le rendre modulaire, à le rendre composable, etc. Alors pour moi, le test-driven development, c'est avant tout un outil de conception plus que de vérification. Effectivement, quand j'écris des tests d'abord, je me rends compte que mon code est mieux conçu et plus simple. Et surtout, après, je peux le simplifier encore plus. Donc finalement, j'ai presque envie de dire, le fait que ça vérifie le fonctionnement, c'est un petit peu un effet de bord heureux, tu vois. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie. Mais oui, tu as totalement raison. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ça répond à ta question. Super. Et du coup, quand tes clients te demandent une estimation, est-ce que tu lui réponds « je sais pas » ? Alors, généralement, non. J'essaye de lui donner une estimation à la louche, mais je suis très clair sur le fait que ce n'est qu'une estimation, que je ne m'engage pas sur ce délai-là, et que ça peut lui donner une idée de budget qu'il faudrait allouer pour son projet. Moi, personnellement, je ne travaille pas au forfait, donc je ne m'engage pas à réaliser quelque chose sur un temps donné. Je suis vraiment dans l'agilité pure où j'engage mes moyens, quoi. Je dis, je peux t'accorder X jours sur tel mois. Et on devrait arriver à un logiciel qui fait le job et qui va te convenir, quoi. En gros. Voilà un peu comment je fonctionne. J'avais pas de question, mais plutôt un témoignage. C'est que dans une boîte comme la nôtre, tout est basé sur l'estimation. Je suis obligé de rendre des comptes. En début d'année, je fais un plan
un PDP pour dire tout ce que je prévois faire dans l'année. Enfin, je suis obligé de travailler comme ça. C'est affreux, mais et changer ça, dans une boîte comme la nôtre, c'est impossible. Donc, c'est un monde merveilleux que tu nous présentes, mais dans les faits, c'est difficile. Pour moi, c'est pareil, hein. Tous les clients qui viennent me voir, ils veulent des estimations. C'est normal. Ils veulent se projeter, ils veulent allouer du budget, parce que généralement, il y a de l'argent, hein, derrière. Donc, ils veulent avoir une certaine idée. Généralement, j'essaie de ne pas perdre trop de temps là-dessus parce que je sais que ce n'est pas ultra fiable et que c'est très macro. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont arrêté d'estimer et qui prennent simplement les estimations de l'année d'avant et qui disent, bah voilà, on trace une droite, notre charge, ça va être ça. Okay, si on part sur une croissance, bah, ça va être ça. Et tout simplement, il faut un chiffrage très gros. Après, si on te demande effectivement des estimations très précises, limite au jour près sur tel projet, là, faut négocier un petit peu avec les personnes qui te demandent ça pour trouver une manière de... Mais généralement, il faut se poser la question de pourquoi ils ont besoin de ce genre d'estimation. Peut-être qu'il y a une autre justification économique possible, finalement. Une autre manière de fonctionner possible. Ça, c'est une discussion à avoir, quoi. Effectivement, traditionnellement, c'est basé sur des estimations. Traditionnellement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu challenger le statu quo pour essayer de faire finalement bouger les choses un petit peu, quoi. Trouver un terrain d'entente, finalement. En se posant la question de à quoi ça sert une estimation. Peut-être. Mais je sais, c'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Oui. Ouais, je connais un peu Olivier, ouais, m'a expliqué. Ouais, c'est ça, ils sont très procéduriers, ils ont les processus. Ils ont. Ouais, c'est sûr. Ah, Après, comme je l'ai dit, moi j'ai aussi bossé dans une grosse structure comme ça. Et c'est vrai que la personne qui s'occupait de la paperasse faisait des trucs à la louche juste pour faire plaisir aux politiques. Hein. C'est clairement ça. Hein. Et voilà. Et suffit que ça prenne pas trop de temps. Et puis voilà, juste pour faire plaisir, on peut on se plie aux règles, voilà, mais on continue de travailler comme on veut et comme on le souhaite, quoi. Finalement, ce qui compte, c'est les résultats. Et la hiérarchie, tout business, tout directeur vous le dira. Ce qui compte à la fin, c'est pas le temps que vous avez passé à faire quelque chose, c'est combien ce quelque chose-là a rapporté ou a fait économiser de l'argent. Est-ce qu'on rentre dans nos frais? Est-ce que l'entreprise est viable? Est-ce qu'il y a ce genre de choses-là? C'est ça qui compte à la fin, réellement. Voilà. Bon. Ouais. Je voulais juste te demander, parce que je suis aussi étonnamment dans une grande banque de la région, et qui est ici étonnamment très très procédurière. Et je voulais savoir, à mon niveau, parce que je ne suis finalement que tout au bas de l'échelle, donc un développeur, il y a énormément d'échelons au-dessus de moi, avec des chefs d'équipe, des chefs de pôle, des chefs de machin, etc., qui se basent tous, eux, sur des estimations. Comment, à mon niveau, moi, je vais pouvoir réussir à faire en sorte qu'ils se basent moins sur des estimations, et justement, l'autre souci aussi, c'est de réussir à maintenir. Enfin, tu m'as dit, il y a deux types d'applications, soit économiquement mortes, bon, c'est pas encore le cas, puisque une banque se fait toujours des sous. Mais je veux dire, c'est plutôt l'autre cas où c'est pour l'instant encore viable, mais où des gens n'ont pas bien pris soin du code, et comment réussir à le rendre de nouveau potable et maintenable de manière économique, on va dire. Alors pour t'en sortir, il y a un super bouquin écrit par Martin Fowler qui s'appelle... non, par Michael Feathers, je crois, qui s'appelle Working Effectively with Legacy Code. Et en fait, il t'explique comment faire des petits changements anodins pour rendre ton code testable dans un premier temps et mettre des tests unitaires dessus pour après nettoyer le bazar. Après, tu peux discuter avec Olivier aussi parce que il fait beaucoup ça. Hein.
je crois. Voilà, travailler dans un legacy et arriver à s'en sortir quand même. Voilà. Mm. Mm. Et finalement, on a tous du code legacy sous la main. Il suffit de simplement prendre nos anciens projets ou de travailler sur un vieux projet à nous sur lequel il n'y a pas de test, ou travailler sur un projet récent où on n'a pas mis des tests, et on se rend vite compte que ça devient assez vite la merdasse. Après, changer les mentalités de ta hiérarchie, je te le dis honnêtement, si elle n'a pas cette volonté-là, ou si en haut ça ne tape pas plus fort qu'en bas, eh bien ça ne changera pas. Parce que les gens n'ont pas la volonté de changer pour changer, quoi. Ils aiment avoir leur contrôle, leur confort, leur poste, et faire bouger les choses, c'est très compliqué. Après, je sais que pour intégrer, par exemple, l'agilité, la vraie, au sein d'une entreprise, c'est mieux de commencer dans une bulle. On commence avec sa petite équipe, on n'en parle pas trop, on travaille correctement, on monte les résultats, et à un moment donné, comme les résultats seront meilleurs que les autres, hein, il va y avoir un effet de ah tiens, s'il n'y a pas trop de politique, il va y avoir tiens, on peut peut-être apprendre de cette équipe-là. Cette équipe-là, finalement, elle livre pas mal de valeur à la boîte. On a l'humilité nécessaire pour se dire, ceux-là, comment bossent-ils? Parce qu'ils ont l'air de faire les choses correctement. Est-ce qu'il y a moyen de copier ça dans le reste de l'entreprise? Mais il faut que ça démarre comme ça. Il faut que ça germe quelque part dans l'entreprise. Et après, si l'entreprise est assez ouverte, ça devrait se propager. Mais voilà, essayer de taper du poing sur la table, ça ne fonctionne pas. Il faut faire et montrer que ça marche, tout simplement.